Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter l'ostéologie du crâne. Mais comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants. On va commencer par des généralités sur l'ostéologie du crâne avant de parler de chacun des os crâniens. Le crâne comporte deux parties. Il y a la boîte crânienne ou bien le neurocrâne et il y a le crâne facial ou bien le viscérocrâne. Voilà le neurocrâne et voilà le viscérocrâne. Le neurocrâne est destiné pour la protection du système nerveux central qui est l'encéphale. L'encéphale comporte le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Et pour le crâne facial, il loge quelques organes sensoriels comme les yeux et la langue. Des notions embryologiques. Si cette partie n'est pas intéressante pour vous, vous pouvez la dépasser. Donc, le crâne provient du mésenchyme. Ici, on distingue le développement des parties supérieures et latérales de la boîte parce qu'il est différent du développement des autres parties comme la partie inférieure de la boîte crânienne et le crâne facial. Je répète, les parties supérieures et latérales de la boîte crânienne se développent d'une façon distincte des autres parties. Quelles sont les autres parties? La partie inférieure de la boîte crânienne et le crâne facial. On commence par le développement des parties supérieures et latérales de la boîte crânienne. Ici, il y a des cellules mésenchymateuses. Ces cellules mésenchymateuses vont donner des cellules productrices de l'os qui vont donner des segments osseux. Ces segments osseux présentent les futurs os crâniens, mais ils sont séparés par des zones du tissu conjonctif dense qui sont appelées des fontanelles. Il y a la fontanelle sphénoïdale, la fontanelle massoïdienne, la fontanelle antérieure, qui est la plus importante, et la fontanelle postérieure. Mais quel est l'intérêt de ces fontanelles? C'est la naissance et la croissance. Les fontanelles sont très importantes pour la naissance du bébé parce qu'elles permettent de changer la forme du crâne pour qu'il puisse passer à travers le canal génital féminin lors de l'accouchement. Elles permettent également l'expansion et la croissance du crâne lorsque le cerveau grossit. Je vais mentionner que les fontanelles vont diminuer de taille et disparaissent à l'âge de 2 ans. Pour le développement des autres parties. Cette fois-ci, les cellules mésenchymateuses vont donner des cellules cartilagineuses qui produisent du cartilage, qui sera progressivement converti en os. C'est le processus d'ossification, mais il ne va pas être totalement converti en os jusqu'à ce que les autres parties, ça veut dire ces parties, seront ou bien atteignent leur taille adulte. Ça veut dire que la progression terminale de ces parties sera après la progression terminale de ces parties pour que la progression terminale de ces parties sera appropriée à la progression de ces parties. Voilà. Pourquoi le crâne facial d'un petit bébé est très petit par rapport à celui de l'adulte? C'est tout à fait logique parce qu'il n'y a pas encore des dents, voilà. Et les sinus nasaux, les cavités nasales sont extrêmement petites chez le bébé. On va étudier particulièrement la boîte crânienne. Elle comporte la voûte ou bien calvaria. Voilà. Et il y a la base du crâne. On peut dire que la voûte présente le plafond de la cavité crânienne et la base présente le plancher. La base comporte 3 étages. Il y a l'étage antérieur, l'étage moyen et l'étage postérieur.
L'étage antérieur s'étend de la limite antérieure de la base du crâne jusqu'à les petites ailes de l'os phénoïdal, qui est marqué en jaune ici. Voilà l'os phénoïdal et voilà les petites ailes. Voilà. L'étage moyen commence donc à partir des petites ailes de l'os phénoïdal jusqu'à le bord supérieur du rocher qui fait partie de l'os temporal. On peut synthétiser donc que l'étage postérieur va commencer à partir du bord supérieur du rocher jusqu'à la limite postérieure de la base du crâne. La boîte crânienne est formée de 8 os soudés. Il y a 4 qui sont médians, qui sont le frontal, l'ethmoïdal, le sphénoïde et l'occipital. Et il y a 2 os pairs et latéraux, les pariétaux et les temporaux. On va les voir. Donc voilà l'os frontal qui est impair et antérieur. Il y a un seul. Les 2 os pariétaux de part et d'autre du crâne. En arrière, l'os occipital, il est impair également. Les 2 os temporaux et l'os sphénoïdal. Attendez. Voilà, l'os sphénoïdal. En avant de lui se trouve l'os ethmoïdal. Voilà. On va commencer par l'os occipital. Il est postérieur, il est impair, il y a un seul, il est symétrique. Ça veut dire que la partie droite est analogue, la partie droite est analogue à la partie gauche. Il fait partie de la voûte et de la base du crâne. Et il comporte 4 parties centrées par un foramen, qui est le foramen magnum. Les 4 parties sont la partie squameuse ou bien l'écaille. Voilà. La partie basilaire en avant et les 2 parties latérales. On commence par la partie squameuse ou bien l'écaille. On va étudier qu'est-ce qu'il y a dans la face externe et dans la face interne de cette partie. Commençons par la face externe. La face externe, voilà. La face externe est convexe, tandis que la face interne est concave. Elle comporte la protubérance occipitale externe, une légère tubérosité et la crête occipitale externe qui s'étend normalement de la protubérance occipitale externe jusqu'à le foramen magnum. Il y a également les lignes nucales supérieures et inférieures. La ligne supérieure est dans un même niveau que la protubérance occipitale externe. Les lignes nucales supérieures et inférieures sont dessinées pour l'insertion des muscles. Par exemple, pour la ligne nucale supérieure, elle va donner insertion au muscle sternocleidomastoïdien et au muscle trapèze. Pour la partie intérieure, il y a l'éminence cruciforme et la crête occipitale interne. Voilà la crête occipitale interne. Et pour l'éminence cruciforme, c'est comme une saillie sous forme d'une croix ou bien d'un T inversé, centrée par la protubérance occipitale interne, d'où va le sillon sagittal supérieur du sinus veineux sagittal supérieur et les sinus les sillons des sinus, voilà, les sillons des sinus transverses. Quand vous voyez,
L'éminence cruciforme et la crête occipitale interne vont diviser la fosse occipitale interne en 4 parties. Les fossettes occipitales internes. Les 2 supérieures sont dites cérébrales et les 2 inférieures sont dites cérébelleuses. Les 2 supérieures sont dites cérébrales parce qu'elles répondent au cerveau. Donc cérébral, c'est relatif au cerveau. Et pour les 2 fossettes inférieures sont dites cérébelleuses parce qu'elles sont correspondantes au cervelet. Voilà le cervelet. J'ai voulu également vous montrer les sinus veineux du crâne. Voilà le sinus sagittal supérieur et les 2 sinus veineux transverses. Maintenant, on va étudier les bords de cette partie squameuse. Il y a la suture lambdoïde qui est fortement dentelée. C'est comme les dents d'un monstre. Voilà. Et il y a le bord latéral. Le bord latéral et la suture lambdoïde sont séparés entre eux par un angle latéral qui est l'astérion. L'astérion, pardon. Mon Dieu, mais quel mot! Et je vais mentionner que la suture lambdoïde s'articule avec l'os pariétal, tandis que le bord latéral s'articule avec la partie massoïdienne de l'os temporal. Deuxièmement, la partie basilaire, qui est la partie antérieure de l'os occipital et qui s'articule avec le corps de l'os sphénoïdal. On va étudier également la face externe et la face interne de cette partie basilaire. Dans la face externe, on trouve le tubercule pharyngien et la fossette pharyngienne. On peut remarquer que le tubercule pharyngien est plus postérieur par rapport à la fossette pharyngienne. Voilà, le tubercule se trouve ici, tandis que la fossette se trouve ici. Un autre schéma pour mieux comprendre. Voilà le tubercule et voilà la fossette. Dans la face interne, on trouve la gouttière basilaire. C'est une gouttière qui est large et qui est correspondante au pont et au bulbe rachidien du tronc cérébral. Voilà, le pont et le bulbe rachidien du tronc cérébral. Dernièrement, les parties latérales. Dans la face externe, on trouve les condyles occipitaux. Voilà les condyles occipitaux. En avant d'eux se trouve le canal du nerf hypoglosse et en arrière d'eux se trouve la fosse condylaire qui comporte parfois le canal condylaire. Ok? Les condyles occipitaux vont s'articuler avec la première vertèbre cervicale qui est l'atlas. Et voilà le canal du nerf hypoglosse, d'où sort le nerf hypoglosse, juste en avant des condyles occipitaux, et la fosse condylaire en arrière avec le canal condylaire. Dans la face interne, qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a le sillon du sinus sigmoïde. Le sillon du sinus sigmoïde se situe ici, en arrière du processus jugulaire. Il y a l'orifice antérieur du canal condylaire et l'orifice postérieur du canal hypoglosse. Et il y a plus en avant le tubercule jugulaire. Pour les orifices, je vais éclairir de plus pour ne pas confondre. Donc, on a mentionné que l'orifice du canal condylaire est en arrière des condyles, tandis que l'orifice du canal hypoglosse est en avant des condyles. Voilà, donc le canal condylaire commence ici en arrière des condyles occipitaux et il sort à travers cet orifice, tandis que le nerf hypoglosse commence ici, donc à travers cet orifice, et il sort à travers un orifice qui est son orifice antérieur qui est externe et qui est situé en avant du condyle occipital. Je répète, pour le canal condylaire, il entre
à travers un orifice postérieur externe et il sort à travers un orifice antérieur interne. Pour le nerf hypoglosse, il sort à travers d'un orifice postérieur interne et il sort à travers d'un orifice antérieur externe. Et voilà. Il y a ici le tubercule jugulaire qui est extérieur par rapport à l'orifice du canal du nerf hypoglosse. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le sillon du sinus sigmoïde, l'orifice antérieur du canal candilaire, l'orifice postérieur du canal hypoglosse et le tubercule jugulaire. Voilà le tubercule jugulaire. Donc voilà le sinus veineux sigmoïde qui se trouve dans le sillon sigmoïde en arrière du processus jugulaire. Et l'orifice du canal candilaire. Voilà. Et le tubercule jugulaire. Et l'orifice du nerf hypoglosse qui est intérieur par rapport au tubercule jugulaire. Voilà. Il y a également cette partie, c'est l'incisure jugulaire qui va former avec une autre partie du l'os temporal un orifice. Voilà. Avec l'os temporal, un orifice d'où sort la veine jugulaire. Et voilà, c'était l'os occipital. J'espère que ça sera facile pour vous. N'oubliez pas de faire un petit like et subscribe pour m'encourager. Et je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.